ou bonsoir, ça dépend d'où vous nous suivez sur ITV. Nous sommes avec Abdou Karim Sakho. Abdou Karim Sakho est un urbaniste expert en management stratégique. Monsieur Sakho, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal est un pays aujourd'hui qui essaie de s'en sortir, un pays en voie de développement. Est-ce qu'aujourd'hui la configuration urbanistique de notre pays permet de développer les choses? Oui, merci M. Arsène Samba Diop de m'avoir convié à votre émission, question directe. Pour répondre à votre question, c'est pratiquement une question qui est assez difficile. Pourquoi? Parce que simplement le Sénégal a hérité de beaucoup d'incohérences urbanistiques qu'il faut recadrer et qu'aujourd'hui les techniciens qui devraient avoir en charge de recadrer ne sont pas forcément mis à l'épreuve. Voilà. Vous parlez un peu dans vos papiers de réformes institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement des pôles de développement économique. Quelles sont ces réformes? Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec l'avènement du président Macky Sall qui vient de quitter le pouvoir, dès qu'il est venu en 2012, il avait créé ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation découle de l'acte 2 de la décentralisation. Avant l'acte 2 aussi, il y avait ce qu'on appelait l'acte 1. Au niveau de l'acte 3, c'était ce qu'on appelait la communalisation universelle. Pratiquement, le pays était émaillé de communes. Il y avait des communes partout. Mais ce qui a posé problème, c'est la configuration de ces communes. Parce qu'avant, dans l'entendement urbanistique, une commune, c'est un périmètre protégé. Mais avec l'acte 3, on trouve des communes disséminées avec plus de 90-100 villages. Ce qui a posé problème, c'est une nouveauté uniquement sénégalaise. On trouve ça nulle part dans le monde. Maintenant, tant bien que mal, le Sénégal a cheminé avec l'acte 3, avec un problème d'allocation des ressources. Ça a toujours posé des problèmes. Mais les nouvelles autorités qui sont venues, ils comptent créer ce qu'on appelle les pôles territoires de développement. Donc avec ces pôles, ils veulent en faire 8 pôles. Moi, actuellement, j'ai mon impression dans ça. Peut-être dans l'émission, on pourra dérouler ensemble. Les 8 pôles, comment on doit les configurer? En quoi peuvent-ils participer au développement du Sénégal? Bon, moi, j'ai mon avis personnel. Parce que je passe tout mon temps à écrire et faire des propositions à l'autorité. Aujourd'hui, ce que je conçois comme pôle urbain, c'est des environnements régionaux qui doivent, par exemple, avoir la même culture, la même sociologie, le même mode de développement. Avant, avec le président Senghor, avec l'acte 1, il y avait ce qu'on appelait la République du Sénégal avec 6 régions. La région du Sine Saloum, la région du Cap-Vert, la région de Diourbel, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de... pas la région de Diourbel, la région de Saint-Louis, la région de Tambacounda et la région de la Casamance. Oui. Par la suite, c'est passé de 6 à 7, 8 jusqu'à 14 régions. Mais maintenant, avec les 8 pôles, moi, mon impression, c'est de créer de grands ensembles. C'est-à-dire la grande région naturelle de la Casamance va constituer un premier pôle, le pôle Est, qui regroupe la région de Tambacounda et la région de Kédougou. Ensuite, un troisième pôle qui va constituer le pôle de Thiès, un quatrième pôle, le Sine Saloum, c'est-à-dire Fatick, Kaolack, Kaffrine, les 3 régions réunies pour en faire le pôle centre. Il y a aussi le pôle de Dakar, le Cap-Vert, le pôle de Saint-Louis, le pôle de Matam, ensuite le pôle du Sénégal oriental, Tamba, Kédougou et autres. Donc au total, nous aurons 8 pôles de développement. Et ces 8 pôles, comment peuvent-ils en cohérence aider à développer le pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a beaucoup parlé des agropoles pour l'agriculture, on a parlé des fois des domaines agricoles communautaires. Il y a énormément de projets qui ont été mis en place, mais qui n'arrivent pas à avoir un impact réel sur la vie des populations. Bon, M. Arsène Samba Diop, je pense qu'il est un peu important de faire une historique de l'administration sénégalaise. Bon, les gens ont tendance à dire que le Parti socialiste n'a rien fait au Sénégal. Mais moi, je dis que le Parti socialiste a beaucoup fait. Parce qu'au moins, le Parti socialiste a su garder les fondamentaux de l'administration jusqu'en 2000. Maintenant, c'est en 2000 que l'administration sénégalaise a été déréglée, si je puis m'exprimer ainsi, avec la création d'une administration bis, l'agentialisation de l'État. Et c'est cette agentialisation de l'État-là qui nous a suivis jusqu'à maintenant. On a créé des programmes, des agences qui ne sont que des gouffres d'argent, des gouffres à milliards. Mais moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, pour développer ce pays, il faut passer par une administration de développement. Une administration avec des fonctionnaires rompus à la tâche,
avec qui on doit donner les moyens pour faire la politique de développement que le Sénégal attend d'eux. Depuis Senghor, c'est pratiquement les mêmes fonctionnaires qui sont là. Hein. Ce pas les mêmes fonctionnaires qui sont là. C'est-à-dire, pratiquement. En 2000, il y a eu une rupture totale. Rupture totale. Parce que le président Abdoulaye Wade, qu'on le dise ou pas, il regardait les fonctionnaires comme des gens qui l'empêchaient de venir au pouvoir très tôt. Donc, en venant, il ne faisait plus confiance aux fonctionnaires. Il a créé une fonction publique bis par une association de l'État. Là aussi, ça a posé problème. Et c'est des gens qui ont été payés par des centaines de milliers de francs. Il y a même qui percevaient 5 millions, 7 millions, 8 millions, alors qu'en lieu et place, le fonctionnaire normal ne peut pas avoir 200 à 300 000. Ça a créé une frustration de sorte que, avec le temps, vraiment, le président Macky Sall aussi, en venant, n'a pas pu gérer les choses comme il se devait. Il a suivi les pas de l'Abdoulaye Wade et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quelles sont les réformes qu'il faut mettre en place pour revenir aux fondamentaux? Mais les réformes, c'est d'abord les réformes administratives. Il faut donner des moyens à l'administration. C'est-à-dire remettre le fonctionnaire à sa place d'antan. Ça, si on parvient à le faire, moi je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses au Sénégal. Ouais. Le Sénégal est un pays à forte potentialité. Quand on regarde bien les régions, c'est qu'elles ont en termes de potentialité. Quand on lit aujourd'hui le plan qui a été mis en place par l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui a montré dans chaque territoire quelles sont les choses qu'il faut développer pour que le pays puisse en sortir. Mais on a du mal à le mettre en action. Non, c'est-à-dire le problème fondamental du Sénégal, avec les pôles, c'est d'abord de faire la spécialisation de ces pôles. Par exemple, si vous allez en Casamance, avec les fruits, on peut pratiquement créer des unités industrielles de transformation et de développement des produits fruitiers. Vous allez dans le Sine Saloum, c'est un pôle agricole où par exemple on cultive le mil, le riz, des choses comme ça. Au sud, en Casamance, c'est pareil. À l'est, avec Tambacounda et Kolda, c'est des zones minières, aurifères. Ça aussi, il faut développer l'or et tout ce qui s'ensuit. Vous partez à Matam, dans la région du fleuve, à Saint-Louis. Là-bas, c'est pratiquement le riz, les légumes. Donc, de sorte que chaque pôle doit être spécialisé. Créer de la richesse, créer des unités de transformation, créer même des universités de métiers, permettre à ces jeunes Sénégalais d'aller vers l'apprentissage pour pouvoir leur donner des outils de pouvoir travailler et créer de la richesse pour le pays. Mais beaucoup, ça a été dit dans des séminaires, le travail a été fait, les documents sont là, mais le problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre ne se fera que par nous-mêmes et par nous-mêmes. Comment? Il y a les Sénégalais qu'on doit mettre à l'épreuve. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, avec l'avènement de ces nouvelles autorités, c'est la confiance totale. Les gens croient qu'on doit, par exemple, aujourd'hui, tout remettre aux Sénégalais, donner la confiance aux Sénégalais de pouvoir travailler et produire. Tourner la page de l'extérieur, par exemple, montrer aux gens qu'aujourd'hui, la France, l'Hexagone doit faire tout à notre place. Ça doit cesser. On doit donner confiance aux Sénégalais de pouvoir travailler et faire comme les autres. Parce que nous sommes sortis des mêmes universités, nous avons les mêmes compétences. Nous regardons les mêmes télévisions, nous utilisons les mêmes smartphones. Les informations passent de pays à pays. Aujourd'hui, c'est l'universalité. Le monde fonctionne comme un village planétaire. On doit pouvoir avoir les mêmes compétences. Nous les avons d'abord. Parce qu'aujourd'hui, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, partout vous trouvez les Sénégalais qui enseignent dans les grandes universités, qui sont dans les grandes banques, qui sont dans les grandes institutions. Ces gens-là, ce qu'il faut les mettre en confiance. Leur dire qu'aujourd'hui, vous avez la nécessité de retourner chez vous, de travailler et vraiment de suivre la marche du monde. Si on prend des choses plus concrètes, dans l'agriculture par exemple au Sénégal, si on veut faire de l'agriculture, il faut le foncier. Mais la question foncière semble insoluble au Sénégal. Il y a des réformes qui ont été mises en place, des commissions mises en place, la commission de Lundoy, la commission Moustapha Souran. Mais jusqu'à présent, le foncier est un souci. Oui, vous avez parfaitement raison. Surtout avec l'acte 3, ça a créé d'autres dégâts. Les maires avaient tous comme exercice de vendre des terres. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer effectivement des commissions ad hoc. Des commissions ad hoc avec des gens qui sont un peu à la tâche. Vous ne pouvez par exemple laisser les politiciens faire ce qu'ils veulent. Le problème du Sénégal, c'est que les techniciens n'ont jamais été à la place qu'ils s'y est. C'est-à-dire qu'il faut laisser les techniciens travailler. C'est ça le problème. Mais le foncier est très bien géré. Nous, notre problème, c'est des problèmes d'application des textes. Maintenant, vous ne pouvez pas les appliquer parce qu'il y a des politiciens qui sont toujours derrière,
qui pousse les gens à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça aussi, c'est notre réalité. Oui, mais justement, c'est le gros problème qui se pose dans ce pays-là. Ouais. Comment changer la donne? Est-ce qu'il y a assez de la société civile assez forte pour imposer des orientations dans la gestion du pays? On a l'impression que la société civile n'est pas loin des partis politiques. Non, moi je pense ce qu'il faut. Tout a été écrit au Sénégal. Nous avons les mêmes codes, nous avons les meilleurs codes, les mêmes institutions. Le problème qui se pose, c'est l'application de ces textes. Maintenant, on ne peut pas les appliquer parce que toujours il y a derrière des gens qui poussent à faire de l'illégalité. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut corriger. On parle de plus en plus de l'apparition de gaz et de pétrole au Sénégal. C'est estimé que cette manne financière qui a commencé à exploiter déjà, on a même eu des informations comme quoi que Woodside et d'autres ont acheminé des bateaux qui sont sortis, qui ont vendu, commercialisé le brut sénégalais. Mais on a l'impression qu'on n'a plus d'informations sur ça, pas plus. Bon, moi je pense que ça c'est politique. Moi en tant que technicien, moi je ne parle que de technique, mais pas de politique. Moi je ne me connais pas en gaz ni en pétrole. Moi mon cœur de métier c'est le foncier. C'est comment faire pour que ce pays-là, que le foncier de ce pays-là soit utilisé à bon escient. Que par exemple les Sénégalais puissent se voir dans le foncier sénégalais. C'est comment utiliser la manne financière pour l'aménagement du territoire, pour que le foncier puisse servir, amener les jeunes Sénégalais qui sont dans les villes, qui s'agglutinent à Dakar, vous urbanistes, vous savez bien, il y a de l'espace à Dakar, pour qu'ils aillent dans les régions, s'occuper de la terre, cultiver, même de l'agriculture. Moi, actuellement, je fonde beaucoup d'espoir sur les pôles. Parce que moi, je pense que les pôles, c'est la meilleure façon de développer ce pays. C'est la meilleure façon de gérer le foncier, c'est la meilleure façon de donner l'occasion à ces jeunes qui sont aujourd'hui à Dakar de retourner dans le territoire, de créer ce qu'on appelle des villes écologiques, des smart villes. C'est possible, mais pour le faire, il faut avoir de la volonté, il faut avoir du courage, il faut avoir des moyens. Ces moyens-là, il faut les mettre à disposition des sociétés comme la SAFRI, la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, qui doit aménager des centaines et des centaines d'hectares pour créer de nouvelles villes, pour créer des usines, des industries, des universités, et permettre à ces gens de retourner chez eux, dans les terroirs. Ça, moi, je pense que c'est la politique qu'il faut dans ce pays pour remettre les choses en ordre. Mais quand on continue avec cette méthode, moi, je pense qu'on va droit au mur. Oui, parce qu'à Dakar, le constat qui est fait, Dakar est devenu une ville extrêmement peuplée, extrêmement petite, compte tenu du nombre de personnes, nombre de voitures. Les statistiques qui ont été données par le ministre des Transports à un moment disaient que chaque jour, il y a au moins 500 000 véhicules qui circulent à Dakar. L'embouteillage, c'est devenu infernal de vivre à Dakar. Oui, tout retourne à la création des pôles. Parce qu'aujourd'hui, à Dakar, il est vrai que Dakar a atteint un point de non-retour. Tout converge vers Dakar. Maintenant, c'est le sens contraire qu'il faut encourager. Comment faire pour que ces gens qui sont à Dakar puissent retourner chez eux, travailler, avoir un meilleur cadre de vie, avoir vraiment le sentiment d'être chez soi et de mieux vivre chez soi. Moi, je pense que tout le monde doit faire en sorte que cet idéal-là soit atteint. Oui, la ville de Diamniadio avait été créée justement pour déconstruire un peu Dakar. On a vu depuis lors que Diamniadio, on a du mal à voir la ville bouger comme on devrait bouger. Moi, mon point de vue, j'ai toujours développé dans mes écrits. Moi, j'ai toujours considéré que Diamniadio était un échec. Pourquoi? D'abord, par sa proximité avec Dakar. Ensuite, il n'y a jamais eu un grand projet de développement, un grand projet d'aménagement. Parce que pour construire une ville, il faut d'abord aménager. À Diamniadio, c'était juste des initiatives présidentielles. Quand le président veut construire un stade, on va à Diamniadio. Quand le président veut construire Arena, on va à Diamniadio. Quand le président veut construire le grand centre des Nations Unies, on va à Diamniadio. Alors qu'une ville, ça doit être l'objet d'une planification urbaine. On doit aménager, planifier, ensuite faire des choix urbains. Ça n'a jamais été le cas à Diamniadio. Voilà. Est-ce que les villes aujourd'hui ne demandent pas aussi une autre réflexion beaucoup plus approfondie? On voit dans le monde les changements climatiques. Tout récemment, en Espagne, on a vu les ravages que l'hivernage a fait là-bas, que les eaux ont fait là-bas. Au Sénégal, nous vivons aussi cette situation. De temps en temps, Dakar, il y a des comment on appelle ça, il y a des inondations. Le lit du fleuve a débordé dans le Bakel. Tout ça, c'est des impacts du changement climatique. Comment, aujourd'hui, en tant qu'urbaniste, doit-on s'adapter aux nouvelles réalités qui sont là? Vous savez, les inondations ne sont pas le propre des Sénégalais. On en trouve partout, aux États-Unis, au Canada, partout. Ouais. Moi, mon problème... Sauf qu'il y a une gestion des inondations beaucoup plus intelligente. J'en viens. Moi, mon problème, c'est un problème d'ancrage institutionnel. Quand moi, je vois que les inondations sont logées au ministère de l'Hydraulique, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que les inondations, on ne lutte pas contre les inondations, on les gère. On doit faire ce qu'on appelle la prévention.
On doit prévenir les inondations. Maintenant, quand vous me dites que quand l'eau vient, il faut faire partie de l'eau, ça je suis d'accord. Mais en amont, il faut créer une bonne planification au niveau de nos villes. Il faut créer, autant au niveau de l'aménagement, qu'au niveau des plans de lotissement, qu'au niveau même des plans de construction dans nos propres maisons. Il faut faire en sorte que l'eau ne reste pas dans les maisons, ne reste pas dans nos villes, ne reste pas dans nos rues. Et pour le faire, il faut en amont faire des aménagements de grandes artères, ensuite en underground, faire de grandes canalisations. C'est ça notre problème. Dans d'autres pays européens, par exemple, comme en Suède, en Norvège, les inondations aujourd'hui à Hollande, par exemple, l'eau a été utilisée à bon escient. Il y a une intelligence avec l'eau, comment travailler et vivre avec l'eau. Oui, au niveau de ces pays nordiques, c'est que pratiquement on sent que le niveau, l'eau est au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer. Donc, c'est des inondations qui sont récurrentes. C'est le même cas en France. Ce n'est pas la même sorte d'inondation qu'on rencontre dans nos pays. Nous, notre inondation est liée à la pluie. Alors qu'eux, c'est un excédent d'eau au niveau des rivières, au niveau des fleuves qui se déversent dans les villes. Alors qu'ici, ce que nous devons faire, c'est faire des programmes de prévention contre les inondations, de prévention aux inondations, mais pas de lutte contre les inondations. Parce que c'est des phénomènes naturels qui peuvent venir à tout moment. Alors qu'en amont, si on prend par exemple la nécessité de travailler, de faire en sorte que l'eau, quand ça vient, ça coule directement vers de grandes tranchées ou bien vers la mer, moi je pense qu'on aurait beaucoup de choses. Ensuite, il y a des zones qui sont aujourd'hui habitées, qui sont des zones inondables. Parce que avec quelques millimètres de pluie, vous voyez que l'eau ne passe pas. Donc ce qu'il faut faire partie de ces gens-là, de ces zones inondables, faire des zones exondables. Ça aussi, c'est un exercice que l'État doit faire pour soulager ses populations. Oui, parce que dans d'autres pays, ces questions sont réglées, comme on l'a dit tout à l'heure, les inondations peuvent être tout. Mais au Sénégal, est-ce que les constructions, la façon de construire, est adaptée par rapport aux pluies et aux inondations? Ça pouvait aussi être considéré comme un atout au Sénégal avec la création de bassins de tension. Le président l'a essayé, mais peut-être qu'il n'a pas été très bien compris. Par exemple, si vous voyez la zone des Niayes au niveau de Kermassa et autres, cette zone-là devait être normalement classée comme une zone agricole. Une zone agricole avec des bassins de rétention, comme ça, quand ça pleut, on récupère l'eau dans des bassins de rétention et qu'en période de saison sèche, qu'on puisse par exemple cultiver et faire du maraîchage. Donc c'est une question politique. Tant qu'on n'aura pas réussi une bonne politique de gestion des inondations, de gestion foncière, on aura échoué notre mission. C'est ça la réalité. Oui, on a beaucoup travaillé sur ces questions. Les ministères ont été créés. Des milliards sont dépensés pour lutter contre les inondations. À chaque fois, la question est récurrente et revient. Les gens se posent des questions. Est-ce que l'argent est utilisé à bon escient? Bon, vous savez, les politiciens disent que les politiciens ont peur des inondations. Parce que là-bas, c'est un travail en underground. On ne le voit pas. Parce que le politicien, ce qu'il veut, c'est quand il fait quelque chose, que cela soit visible pour tout le monde. Maintenant, tout retourne au problème politique dont je parlais tout à l'heure. Il faut mettre à l'épreuve les techniciens. Mais quand on donne l'occasion ou bien les moyens aux politiques de faire ce qu'ils veulent, ça produit ce que ça produit aujourd'hui au Sénégal. Tant qu'on n'aura pas écouté les techniciens, ce sera toujours le cercle vicieux. Les inondations, les milliards. Alors qu'il y a des solutions. Moi, quand vous me lisez dans mes écrits, j'ai fait des propositions à tout moment. Il faut donner la chance aux techniciens de travailler, arrêter de faire la politique. En tout cas, nous, aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'espoir avec ces nouvelles autorités. Étant entendu qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. En tout cas, nous sommes aujourd'hui disposés à les accompagner, vraiment, mais il faudrait qu'ils nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que, justement, l'accompagnement des gens comme vous, des spécialistes, puisse être entendu? Vous disiez tantôt qu'on ne donne pas la parole aux techniciens. Est-ce que pour autant, on va donner la parole à ceux qui ne sont même pas dans les ministères comme vous? Vous savez, le premier aspect de cette forme de respect, c'est d'abord le respect de l'échelle des normes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'aménagement, il faut donner, par exemple, tout ce qu'il y a comme énergie pour avoir un bon aménagement. Mais si vous échouez au départ avec l'aménagement, cet échec-là va vous suivre partout. Dans tout ce que vous allez faire, l'échec va vous suivre. Donc pour aménager, il faut mettre des moyens. Il faut donner la place à la planification. Parce que aussi, on ne peut pas venir comme ça aménager sans planification. Il faut planifier, aménager et vraiment faire en sorte que les villes futures qu'on va créer
soit des villes écologiques, des villes émergentes, des smart cities, comme c'est le cas aujourd'hui partout dans le monde. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de là où on est, Keur Gorgui, qui était quand même considéré comme une cité où il y a des grosses personnalités qui habitent ici, une cité qui devait être bien faite. Mais si vous circulez dans les rues de Keur Gorgui aujourd'hui, vous avez l'impression que d'être dans des taudis et que les routes ne sont pas goudronnées, il n'y a pas d'évacuation des eaux, il n'y a pas de garage souterrain, tout le monde se gare n'importe où, il y a un gros souci. Vous savez, mon cher Alsan, ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays-là est extraordinaire. Là, lui-même, c'est une honte. Parce que ce qu'il faut, c'est vraiment un courage politique. Parce que la planification urbaine, elle doit être en amont et en aval de toute considération foncière. Ce qui se passe aujourd'hui à Keur Gorgui, à Ouest Foire, franchement, c'est désolant pour un pays. Même au point. Partout à Dakar. partout. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle la rénovation urbaine. Il faut prendre le courage de rénover ces quartiers-là, de carrément leur donner un cachet purement urbain. Parce que vous avez à Nord Foire, par exemple, Ouest Foire, là où j'habite, vous ne trouvez pas, il n'y a pas d'école primaire, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, il n'y a que du béton partout, des rues exiguës. Moi, je pense qu'il faut tout casser et reprendre, faire de véritables plans d'aménagement, donner l'occasion à ces gens-là d'avoir des titres. Parce qu'au niveau des soirs, vous rencontrez des maisons où il n'y a même pas de titre. Ni bail, ni titre foncier. C'est uniquement des gens qui viennent, qui font leur propre lotissement, qui coupent, qui vendent. Et vous, demain, vous venez vous construire sans autorisation de construire. Là où c'est un problème. Moi, je pense que cette volonté-là, il faut que l'État prenne les choses en main avec beaucoup de rigueur. Ça, si on le réussit, on aura fait beaucoup de choses au Sénégal. Et on a constaté des gens qui construisent des immeubles R+4, R+14, qui n'ont pas de parking souterrain. Il n'y a pas de parking, il n'y a rien du tout. Tout le monde se garde dehors. Et ça crée un gros souci de congestionnement de la ville de Dakar. Vous allez même en centre-ville à Dakar aujourd'hui, les routes sont dégradées. Les gens, des fois, viennent creuser les routes, le laissent comme ça. Il y a une situation d'abandon. Mais vous avez pas raison, c'est un abandon parce que les techniciens aussi, ils sentent plus la nécessité de venir accompagner les autorités. Parce que c'est du n'importe quoi, excusez-moi du terme. Même pour l'usage de construire, vous restez 2 ans, 3 ans, vous courez. Mais finalement, les gens, ils ne sentent même plus la nécessité de trouver une autorisation de construire. Parce que le code, il est clair. Vous avez 28 jours, vous avez votre autorisation, vous construisez. Vous ne l'avez pas, il faut qu'on vous donne des raisons pour lesquelles on a bloqué votre dossier. Mais une autorisation de construire ne doit pas rester 1 an, 2 ans dans les tiroirs de l'administration. Là aussi, c'est un problème. Moi, je pense qu'il faut organiser ce qu'on appelle les assises du foncier au Sénégal. Ça, on a les techniciens qui sont à mesure de le faire. Il faut les accompagner avec des moyens. Il y a quand même des rapports qui ont été faits sur le foncier, mais qui n'ont rien donné. Non, je ne crois pas. Parce que même ces rapports-là aussi, moi j'en doute parce que moi j'étais fonctionnaire pendant pratiquement 35 ans. J'ai fini de prendre la retraite depuis 2021. Mais il est vrai que ce sont les mêmes problèmes que nous avions vécu au niveau de l'administration. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, quand on voit l'administration de loin, nous sommes de l'administration, nous sommes dehors. Le regard que nous avons dehors, nous voulons par exemple que ces gens-là nous suivent dans ce que nous leur disons. Parce qu'étant à l'intérieur, nous avons des problèmes de parler. L'administration, comme c'est un vase clos, on se tait, on s'en va. Mais maintenant qu'on voit l'administration de notre côté, moi je pense que tous ceux qui ont fait l'administration, ou bien les anciens cadres, doivent se regrouper pour vraiment faire en sorte que le pays là soit sauvé. Parce que si on continue comme ça, moi je crois qu'on va droit au mur. Urbaniste, vous l'êtes aussi. Vous regardez aussi l'occupation de l'espace à Dakar, des mendiants un peu partout, dans les villes. Et même le Sénégal est un pays qui importe même des mendiants aujourd'hui de la sous-région, qui sont dans toute le Dakar. La fois dernière, on regarde un reportage à Niamey, où le gouvernement militaire a sorti un communiqué en disant que tous les mendiants qui seront trouvés à Niamey seront amenés dans des camps pour aller travailler. La capitale est déserte. On les retrouve tous à Dakar, pratiquement. Oui, ça c'est une volonté politique. Pourquoi pas les mêmes décisions au Sénégal? C'est des militaires certes, mais aujourd'hui ils gèrent un pays, c'est des politiciens. Donc on peut faire comme eux. Parce qu'aujourd'hui l'appareil qui s'est vu à Dakar, ça ne peut plus continuer. Moi, l'autre jour, j'ai été aux Alamedilla, j'ai vu des Nigériens qui ont construit des tentes, c'est n'importe quoi. Dans un pays comme le Sénégal, ça pose problème. Donc c'est là pas qu'on doit poser la question de laisser aller. De faire qu'aujourd'hui, n'importe quel Sénégalais peut s'installer n'importe où, n'importe comment, comme il veut, il n'y a aucune réaction. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent, comme si les Sénégalais eux-mêmes abandonnent leur pays en disant oui, mais de bourre là.
d'accord, mais ça, c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité. C'est ceux qui ont demandé le suffrage sénégalais. Vous devez le suffrage sénégalais, on vous le donne, donc vous devez travailler. Vous devez faire en sorte que ce pays-là soit entre des mains sûres, que ce pays-là, que les Sénégalais puissent se considérer comme des gens qui sont chez eux. On ne peut pas être Sénégalais, naître au Sénégal, vivre au Sénégal et se considérer comme des étrangers. Ça aussi, c'est un problème. Il faut que tout le monde se lève comme un seul homme, vraiment, pour combattre ce fléau. Il y a aussi les mairies qui sont incriminées de temps en temps, les mairies aussi, qui laissent aussi l'équipage anarchique de leur commune. Ce qui les intéresse, les mairies, c'est de prendre les taxes municipales. Bon, moi, vous savez, M. Alassane Samba Diop, quand j'ai entendu les nouvelles autorités parler d'épaule, j'ai été le premier à applaudir. Parce que l'acte 3 a créé tellement de dégâts dans ce pays que les communes, ce que font les communes, l'urbanisme n'a même pas le courage de le faire. Pas le courage, mais c'est des choses tellement risquées. Un maire qui a par exemple, sa propre cellule de contrôle, son propre bureau d'études, son propre bureau de permis de construire, les taxes d'urbanisme que vous payez au niveau des communes à une autre, mais personne ne comprend. Alors que ces taxes-là, devaient être légiférées. Donc, comme vous dites, on laisse tout à la messe de ces maires qu'ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, aujourd'hui, je nourris vraiment beaucoup d'espoir pour les pôles. Parce que je pense qu'avec les pôles, ce sera l'occasion de recadrer les fondamentaux de l'administration. Parce que moi, ce auquel je crois, c'est qu'il n'y a qu'une administration qui développe un pays. Il n'y a qu'une administration de développement qui peut développer un pays. Voilà, merci infiniment Abdou Karim Sakho. Je vous rappelle que vous êtes expert urbaniste, MBA en management stratégique. Nous parlons avec vous de comment faire pour que le Sénégal devienne un pays vivable, surtout des villes comme Dakar, que les pôles économiques qu'on doit mettre en place, comment les booster davantage pour que le pays puisse avoir un développement harmonieux. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.